Alors, juste un rappel, puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure de ce qu'est le PFL, c'est l'autre école polytechnique, pour les personnes dans la salle, mais elle a été modelée à partir du modèle de l'école polytechnique que vous connaissez toutes et tous ici en France, créée à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, pardon, mais avec quand même quelques points assez différents, et c'est peut-être ces points qui sont intéressants de rappeler aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure. D'abord, c'est une école qui est très jeune, 50 ans, ça permet de la rendre innovante par construction, puisque tout est à inventer. C'est une école qui est un adolescent dans le monde académique, avec les avantages d'un adolescent, ça bouge, avec les défauts d'un adolescent, ça bouge. C'est aussi une école qui a beaucoup de chance, il faut quand même oser parfois citer des chiffres. Le budget de l'école polytechnique fédérale est très généreux, c'est une école publique dotée d'un budget d'1 milliard de francs suisses par an. 2/3 de ce budget est un budget d'État, donc faites le calcul, 1/3 vient de fonds compétitifs qu'on va chercher via l'industrie, via les grands programmes de recherche européens et autres. Mais je pense que c'est important de citer ces chiffres pour comprendre aussi pourquoi il peut y avoir du succès quelque part, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette miracle. Et une dernière chose qui est extrêmement importante à comprendre dans le succès de l'EPFL, puisqu'on peut parler d'un certain succès, c'est la législation suisse, qui a fait que cette école est extrêmement autonome. Et comme je le disais tout à l'heure, le politicien suisse ne peut pas intervenir à l'EPFL. On nous dicte nos conditions d'entrée qui sont particulières, je le rappellerai tout à l'heure, mais la façon dont nous gérons nos diplômes, dont nous les structurons et dont nous les proposons ne dépend que de nous, et il n'y a aucun message politique qui peut interférer à ce niveau-là. Alors, il y a d'autres choses qui sont intéressantes et qui peut-être singularisent le PFL, c'est la taille par rapport à une autre école d'ingénieurs, vous l'avez signalé tout à l'heure. Il y a 12 000 étudiants à l'EPFL, 1000 diplômés ingénieurs par an, 30% de femmes seulement en première année, c'est 32%. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Et ça diminue si on va vers les années supérieures, le doctorat. Malheureusement, seulement 16% de professeureux, donc je m'adresse à toutes les femmes dans la salle. C'est pas beaucoup, on est très honteux. On voudrait faire mieux, mais on dépend d'un système. Dans ces 12 000 étudiants, il y a 2000 étudiants en thèse. Alors je cite ce chiffre pour une raison très importante, c'est que le PFL est une école de recherche. Ça signifie que chez nous, l'enseignement, la recherche et la troisième mission statutaire de l'école, qui est l'innovation, est écrite dans la Constitution suisse, sont vraiment importantes et imbriquées. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous n'opérons pas avec un système de classe préparatoire. Les étudiants qui désirent rentrer à l'EPFL font dès le départ un choix de discipline. Ça peut être ou pas un bon système, je ne critique pas du tout le système des classes préparatoires, mais c'est une distinction. Et ce qui veut dire également que dès le début de leurs études, ils vont très vite être insérés dans les laboratoires de recherche. Ça signifie également, et c'est parfois aussi une singularité par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays, que tous nos chercheurs sont des enseignants. Il n'y a pas de chercheurs qui n'enseignent pas à l'EPFL, ce qui veut dire que même les grandes stars de la recherche sur notre campus doivent dialoguer avec les étudiants, les entendre, et puis aussi faire avancer leur enseignement avec leur recherche, et leur recherche avec leur enseignement. Il y a 400 laboratoires à l'EPFL. C'est peut-être aussi utile de rappeler, puisque c'est un ingrédient du succès, que chaque laboratoire est indépendant et dispose d'un financement statutaire. C'est-à-dire qu'un professeur dispose d'un financement non compétitif auquel il ajoute un financement compétitif en participant à des programmes de recherche. C'est très important quand on parle d'innovation, puisque si on a une petite base agile à partir de laquelle on peut prendre des risques, c'est quand même beaucoup plus facile d'innover que si on doit d'abord aller chercher beaucoup d'argent pour avoir une idée. Donc, de nouveau, il n'y a pas de miracle dans les aspects innovants de l'EPFL. L'innovation, je vous le disais, c'est une particularité de notre école, puisqu'elle est inscrite dans la Constitution suisse comme la troisième mission de l'école, l'éducation, la recherche et l'innovation. Les deux écoles polytechniques suisses ont été créées pour servir l'industrie. Si vous connaissez un peu l'histoire, l'école polytechnique de Zurich a été créée parce qu'il fallait percer des tunnels. Et donc, il fallait des ingénieurs. Et donc, on a inventé une école d'ingénieurs. Au passage, on avait aussi besoin d'argent, et donc on a créé une banque, le Crédit Suisse. Vous voyez que la Suisse est un pays qui est quand même très, très pragmatique. Donc, le site lausannois, au niveau de l'innovation, a une particularité qui est très intéressante. Il abrite ce qu'on appelle un parc de l'innovation sur son campus. Ce n'est pas une petite pépinière de start-up, mais un grand parc de l'innovation dans lequel il y a plus de 250 compagnies, beaucoup de start-up, beaucoup de PME, mais aussi des centres de recherche de grandes entreprises nationales et internationales, Logitech, Nestlé, le centre IT du Crédit Suisse en particulier.
PSA, il y a une cellule de recherche et d'innovation à l'EPFL, merci de me le rappeler, ainsi que d'autres grands groupes, certains français d'ailleurs. C'est très important, pourquoi? Parce que ça signifie que nos étudiants ont une relation directe avec l'industrie. Tous les étudiants ingénieurs à l'EPFL doivent faire un stage en entreprise. Beaucoup d'entre eux le font directement sur le site de l'EPFL. Mais il y a une autre particularité, c'est que dans ces 250 entreprises, beaucoup sont créées par nos étudiants. Et pour ça, ils disposent de mécanismes. Un premier mécanisme, c'est du financement de start-up durant leurs études s'ils ont un bon projet. Donc dès leur bachelor, les étudiants qui déposent un projet peuvent obtenir un financement et en parallèle un allègement des études. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, plutôt que faire comme Steve Jobs l'avait fait à l'époque et quitter les études, on préférait qu'ils restent et qu'ils diplôment de l'EPFL. Donc on allège leurs études, on leur donne une petite bourse de financement, on leur donne du coaching, ils vont en Silicon Valley par exemple, ils reçoivent du coaching avec des personnes qui sont actifs sur le quartier de l'innovation, donc qui connaissent l'innovation. J'en ai croisé d'ailleurs dans la salle qui avaient eu cette expérience. Et ils peuvent, durant leurs études, faire leur start-up. Il y a maintenant les premières compagnies qui ont été créées par des étudiants qui n'ont pas encore diplômé. Donc ils sont déjà chefs d'entreprise et n'ont pas encore le diplôme de l'EPFL. C'est quand même assez intéressant. Peut-être encore une chose qui est intéressante à mentionner, on parlait d'internationalisation. L'EPFL est une école qui est très internationale, comme vous l'avez dit ce matin. C'est une école qui a 50% d'étudiants étrangers sur le campus. Donc 50% d'étudiants qui sont résidents suisses, 50% qui ne le sont pas. 120 nationalités, mais je tiens aussi à rappeler que, comme vous l'avez également dit, les frais d'études sont très bas à l'EPFL. C'est une école publique. Ça coûte 1 000 € par an, l'inscription à l'EPFL, sans distinction de nationalité. C'est-à-dire qu'on ne pratique pas de distinction de frais d'écolage si vous êtes suisse ou si vous êtes étranger, contrairement à ce qui se fait dans beaucoup d'autres universités. Et il y a un calcul économique que je trouve très très fin derrière ça. Parce que derrière, on pourrait critiquer l'école pour dire, mais enfin, vous dépensez l'argent du contribuable suisse, je vous ai cité ce fameux milliard de budget qui vient des impôts, pour essentiellement former des étudiants étrangers. Il y avait la question qui était posée dans la vidéo, qui ensuite vont partir. 70% des étudiants étrangers qui viennent à l'EPFL restent en Suisse pour travailler. C'est-à-dire qu'ensuite, ils payent des impôts, créent des entreprises. Et un calcul simple nous montre que, puisqu'ils ont été eux-mêmes formés auparavant ailleurs, on est en fait, dans le système suisse, bénéficiaire de cet apport d'étudiants étrangers, pour peu qu'ils trouvent ensuite un travail sur le marché local. Évidemment, ce qui est le cas en Suisse. Les chiffres qui vous ont été cités dans l'interview précédente vous montrent qu'il y a un grand besoin d'ingénieurs. On en produit 1000 par an, on pourrait en produire 2000 ou 3000. Ça ne suffirait pas encore, et je vais y revenir dans la suite. Donc c'est une école qui est généreuse, mais ça veut dire que c'est une école qui est difficile. Et donc effectivement, parler d'excellence, on peut, de façon intéressante, on ne peut pas à l'EPFL choisir les étudiants suisses qui souhaitent y rentrer. N'importe quel étudiant résident suisse peut venir à l'EPFL, sans distinction de niveau d'études, sans distinction de notes et sans distinction d'orientation. S'il a étudié la littérature au lycée, que par magie, il décide d'essayer les études d'ingénieur, il ou elle peut. Par contre, il y a un taux d'échec très fort en première année à l'EPFL, qui est d'à peu près 50%. Mais pour agir sur ce taux d'échec, on est innovant. Alors on est innovant comment? On fait des statistiques, et on se rend compte qu'en janvier, on peut prévoir très facilement qui va rater en juin. Et plutôt que de laisser les étudiants aller à l'échec en juin, eh bien à l'EPFL, ils ne peuvent pas accéder au deuxième semestre s'ils n'ont pas de suffisamment bonnes notes dans les branches critiques du premier. On ne les chasse pas de l'école, on leur offre gratuitement un semestre qu'on appelle de remise à niveau, qui est censé leur donner les bonnes bases pour retenter une fois le PFL. S'ils réussissent ce semestre, ils peuvent retenter le PFL, et 85% de ceux qui font ça vont réussir. S'ils ratent ce semestre, ils ne peuvent pas continuer, et donc ils n'auront pas une chance de faire une deuxième année d'études à l'EPFL. Donc c'est un système difficile qui mène à l'excellence. Peut-être encore une dernière chose pour terminer. L'excellence de la recherche pratiquée dans l'école, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas citer les classements. Il y a maintenant autant de classements que d'universités, ça devient un petit peu énervant. Mais c'est vrai que vous l'avez discuté ce matin, je pense, l'impact des publications en Suisse est très très fort, et l'impact des publications scientifiques en Suisse est très très fort également. Et en particulier à l'EPFL, la majeure partie du financement de Venture Cap
investit en Suisse et investit sur le site lausannois. Une petite ville, Lausanne, mais qui est en fait une ville importante au niveau de l'économie innovante en Europe. Ça, c'était mon introduction un peu générique à l'EPFL. Maintenant, je voudrais un petit peu parler de ce qui est un petit peu spécifique dans ces dernières années dans la manière dont on fait la formation à l'EPFL. Je ne vais pas vous apprendre que le monde est complexe et qu'il y a beaucoup de défis importants qui se posent aux ingénieurs au XXIe siècle et qu'il y a beaucoup de compétences fondamentales qui ne peuvent pas s'apprendre sur les bancs d'une classe. Donc, de façon non surprenante, et comme dans beaucoup d'universités, l'enseignement à l'EPFL est très, très orienté sur la philosophie projet. Peut-être ce qui nous distingue, par contre, c'est l'échelle à laquelle on le fait, la manière dont on le fait. C'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié du curriculum de l'ingénieur lambda à l'EPFL, quelle que soit la discipline choisie, qui dépend de validation de projets. Et maintenant, ces projets sont faits à une très grande échelle, et surtout, c'est ça qui est intéressant, ils sont faits en plateforme avec les autres hautes écoles de la place lausannoise. Donc, par exemple, nos étudiants participent beaucoup à des challenges interdisciplinaires dans lesquels on mêle des ingénieurs de l'EPFL, mais par accord, on a aussi des étudiants de l'école de design qui se trouvent à Lausanne et des étudiants de l'école de commerce qui se trouvent aussi à Lausanne. Et tout ce petit monde collabore sur des projets qui sont très compliqués. Je peux vous donner quelques exemples. Il y avait le projet Solar Decathlon il y a 2 années, qui était un défi du Department of Energy aux États-Unis de créer une maison qui était complètement autonome. Les étudiants de l'EPFL ont remporté la compétition, ou encore le projet Hyperloop de la compagnie SpaceX d'Elon Musk, qui chaque année invite des étudiants à entrer en compétition pour fabriquer un train qui doit pouvoir circuler dans un tube à peu près sous vide, à très très grande vitesse. L'année dernière, les étudiants de notre école ont terminé sur le podium, et cette année, ils espèrent remporter la compétition. Ce qui est peut-être plus original, c'est que l'école elle-même génère ses propres défis scientifiques à grande échelle, dans lesquels elle implique les étudiants. Et vous avez peut-être entendu parler de certains de ces défis. Le bateau Alinghi, qui a été conçu à l'EPFL. Alors, c'est quoi le bateau Alinghi? Vous connaissez tous et toutes la Coupe de l'América, une compétition maritime très très connue. Vous savez aussi probablement, avec vos notions de géographie, que la Suisse n'a pas d'accès à la mer. Et pourtant, la Suisse a remporté 2 fois la Coupe de l'América, successivement, avec un bateau qui était en partie conçu par des technologies développées à l'EPFL, avec une galaxie d'à peu près 100 projets étudiants. L'avion Solar Impulse, ce premier avion électrique qui a fait un tour du monde sans carburant, pareil, développé par des équipes de recherche et de développement sur le site de l'EPFL avec l'input de beaucoup d'étudiants de notre école. Donc un petit pays qui n'a pas d'accès à la mer, qui n'a pas de pétrole, donc il est obligé, par nature, d'être innovant, sinon il ne peut pas rester compétitif. Autre projet innovant, puisqu'on parlait de la Fondation Cini tout à l'heure, c'est très intéressant, la digitalisation des archives de la ville de Venise, 800 km linéaires d'archives à digitaliser pour préserver le patrimoine culturel de la Sérénissime, un projet EPFL qui s'appelle Venice Time Machine, dans lequel les étudiants utilisent l'intelligence artificielle sur base de la digitalisation pour offrir des outils aux historiens, aux sociologues, aux historiens de l'art. Et là, en parallèle, la création de curriculums qui sont complètement innovants. À l'EPFL, vous pouvez faire un master en Digital Humanities. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir historien, mais que vous allez utiliser les techniques numériques pour développer de nouveaux outils pour les historiens, pour les sociologues, etc. Chose que vous pouvez mettre en pratique sur le campus de l'EPFL, puisque nous avons un musée dédié à l'exploration des techniques digitales pour l'espace muséologique, musée qui est ouvert au public, qui a été inauguré il y a 2 ans avec une exposition du peintre français Soulage, qui a attiré 150 000 visiteurs sur le campus de l'école. Donc vous voyez que l'école peut générer ces grandes aventures scientifiques, aussi parce qu'elle s'est dotée de moyens de s'adresser à la philanthropie pour ne pas utiliser ces faibles moyens statutaires pour s'en lancer dans ce genre d'aventure. Le monde est complexe, le monde se digitalise beaucoup. La manière dont on formait les ingénieurs au XXe siècle était assez standard. Elle a été inventée ici en France. On utilisait la formation aux mathématiques pour apprendre la rigueur. On utilisait la formation au moyen de la physique pour apprendre à raisonner de façon abstraite sur le monde, en comprendre les lois de la physique pour faire abstraction des processus du monde. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on se rend compte que le métier de l'ingénieur et du scientifique fait appel à un type de compétences qui sont singulièrement différentes.
J'entends par là que de plus en plus, on résout des problèmes d'engineering, on a vu des beaux exemples aujourd'hui, en collectant des quantités de données colossales et en demandant à une machine de résoudre le problème. Et avec l'intelligence artificielle, on ne se contente pas de programmer la machine, on l'expose à des grandes quantités de données et la machine, en un certain sens, se programme elle-même. Donc, à l'EPFL, depuis 2 années, on a, aux côtés du pilier des maths et de la physique, un 3e pilier qu'on appelle le raisonnement computationnel. Donc, c'est un cours, une série de cours, obligatoire pour tous les étudiants dès la première année. Et dans ce cours, ils apprennent à se poser le problème suivant. Quel genre de questions je peux formuler et comment dois-je formuler ces questions, sachant que je vais chercher la réponse en collectant des données et en utilisant des algorithmes ou de l'intelligence artificielle pour trouver la réponse. Et puis de là découlent d'autres questions intéressantes. Comment je peux faire confiance à la réponse qui est formulée par un ordinateur? Dans quel cas est-ce que si les données que j'ai collectées sont biaisées, la réponse sera elle-même biaisée? Comment je peux le détecter? Et comment je peux corriger ces biais? Beaucoup de problèmes d'engineering, déjà maintenant, sont traités de cette façon. Il est important, c'est une manière de penser qui est complètement différente. Il est important que les étudiants soient exposés à cette manière de penser. Donc le raisonnement computationnel est obligatoire. Une dernière petite chose. Une autre chose pour laquelle le PFL est souvent singularisé, c'est l'enseignement en ligne. Depuis 2012, l'école a beaucoup investi dans l'enseignement en ligne et totalise en réalité un peu plus de 2 500 000 étudiants qui suivent des cours EPFL, 10 000 sur le campus, 2 500 000 online. Il y a un message important qui se cache derrière ce chiffre. 70% de ces 2 500 000 étudiants ne sont pas étudiants, et ça résonne avec ce qui vient d'être dit. Ils ont tous et toutes déjà un job, et pourquoi viennent-ils suivre ces cours et quels cours suivent-ils et elles? Ils suivent des cours de formation continue, ou en tout cas, ils espèrent. Et là, il y a un gros message, qui est le message de la formation tout au long de la vie. Tous les 5 ans, les grandes technologies changent, évoluent. Le diplôme de master, ça dure 5 années, avec le bachelor compris. 5 ans plus tard, ce que vous avez appris est déjà un tout petit peu fragile. On doit pouvoir créer les conditions cadres pour venir se reformer facilement. À l'EPFL, sur cette constatation, on a lancé notre propre école de formation continue en ligne, dans lequel chaque étudiant peut avoir un coaching personnalisé humain. Ce sont des batchs de 150 à 200 apprenants. Si vous êtes en emploi, vous pouvez le suivre depuis la maison. Vous ne payez pas une année d'écolage, vous payez au mois. Si vous n'avez pas d'emploi, il y a une ressource dont vous disposez, c'est du temps. Et donc, vous pouvez investir beaucoup de votre temps pour faire vos études de façon très concentrée et payer moins cher. Si vous avez déjà un emploi, une ressource dont vous ne disposez pas, c'est du temps. Et une autre ressource que vous avez, c'est un salaire. Et donc, vous pouvez étaler vos études. Ça vous coûtera un peu plus cher, mais vous pouvez le financer. Je vais terminer par cette petite anecdote. Cette école de formation continue, c'est la manière, je pense, qui va transformer l'enseignement dans le futur. On disait qu'on a besoin de beaucoup de gens bien formés pour le digital. La semaine dernière, j'ai donné les premiers diplômes de cette école de formation continue, diplômes qu'on a dû inventer et qui sont reconnus fédéralement en Suisse, qu'on appelle des Certificate of Open Studies. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme préalable pour s'inscrire à l'EPFL et suivre ce diplôme. J'ai décerné un diplôme la semaine dernière à un policier dont l'épouse est enseignante et qui souhaitait pouvoir fabriquer des applications pour tablettes pour les élèves dans sa classe. Son mari a donc décidé d'apprendre à programmer, puis il a appris la programmation mobile, puis il a appris l'intelligence artificielle, et maintenant, il est développeur. Merci. Merci beaucoup.